Donc, la tarif acte dès 1930 qui va augmenter les barrières douanières de 59%. Ça veut dire que si on additionne toutes les deux, ça nous donne 97%. C'est-à-dire que les États-Unis vont s'enfermer derrière les frontières nationales, comme disaient les écrivains de l'époque, ils disaient que les États-Unis voulaient vendre à tout le monde et acheter à personne. C'est aussi simple que ça. Bien entendu, pratiquer du protectionnisme. Deuxièmement, les États-Unis vont pratiquer du dumping. Le dumping veut dire quoi? Normalement, il était interdit à l'époque, pour toutes les nations, quelles qu'elles soient, à l'époque classique, si vous voulez, il était interdit, et de subventionner la production agricole et surtout de subventionner les exportations. C'est tout à fait évident, c'est une cause de guerre. C'est une cause de guerre. Ça, c'est-à-dire les subventions étaient considérées comme le mal. Même les pays sous-développés ne pouvaient pas. Les pays sous-développés de l'époque, au 19e, c'était les pays latino-américains, car il ne faut pas oublier qu'ils vont être indépendants à partir de 1824, de manière globale, 22-24. Le fait est que les États-Unis vont pratiquer des subventions à la production à partir donc, de 1930 sous le règne de Hoover. Et pardon, 29, exactement 17 juillet 29, l'Agriculture Marketing Act, n'est-ce pas, et qui va donner des subventions à la production agricole, et nous le savons toujours. Les États-Unis subventionnent la production agricole d'une manière absolument impressionnante. Et, par exemple, vous prenez, je donne un exemple, je fais une parenthèse, duquel tout le monde a entendu parler probablement, par exemple pour ce qui est la production de coton des États-Unis. Stiglitz l'a très bien signalé plusieurs fois. Il disait les États-Unis, les subventions à la hauteur de 4 milliards de dollars par an, à une production dont les coûts de production, à une production de coton, dont le coût de production est inférieur à 4 milliards de dollars par an, si vous voulez. Par contre, l'Afrique francophone, non seulement elle ne peut pas subventionner sa production, mais en plus, ils doivent taxer les exportations pour pouvoir vivre. Et en plus, les États-Unis subventionnent les exportations. Vous comprenez les problèmes? Donc, ils ne peuvent pas. Et en plus, comme le franc CFA est en parité pure avec l'euro, donc le franc CFA est surévalué, ce qui veut dire que l'Afrique francophone ne peut pas vendre sa production. Et ce n'est pas sans hasard si les États-Unis sont les premiers producteurs de coton du monde. Il n'y a que 25 000 planteurs qui vivent de ce coton. Tandis qu'en Afrique francophone, c'est 10 millions de personnes qui vivent de ça. Vous comprenez? Donc, comment on va arriver à tout ça? Et en troisième instance, les États-Unis vont commencer à pratiquer ce qu'on appelle la thésaurisation de l'or. C'est-à-dire le fait de démonétiser les réserves or qui étaient trop importantes, puisque nous l'avons vu en 1920, les États-Unis contrôlent les 30% des réserves or du monde. En 1932, les États-Unis contrôlent autour de 44% des réserves or du monde. Donc les 20% étaient démonétisés. Avec cette démonétisation, on va encore plus réduire la capacité de consommation globale. Et c'est ça qui va conduire à la crise des années 30. Et en plus, donc, ils vont thésauriser l'or et vont commencer à thésauriser, au lieu de monétiser la quantité d'or qu'ils savaient, ce qui aurait permis à cet or de revenir en Europe, surtout donc, qui étaient des pays qui avaient perdu l'essentiel de leurs réserves. Ça, il ne faut pas l'oublier, surtout l'Allemagne, bien entendu. Donc, ça aurait permis une croissance économique. Comme ils n'ont pas permis cette possibilité de retour justement à travers l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont démonétisés. Donc, par exemple, en 1932, les États-Unis contrôlaient 44% des réserves or du monde. Il y avait autour de 20%, presque la moitié, qui étaient démonétisés. Et après va arriver Roosevelt, qu'on considère comme le bienfaiteur de l'histoire, n'est-ce pas? Va arriver justement. Il arrive à la présidence, je vous le rappelle, le 4 mars 1933. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement décider un mois et un jour après, exactement le 5 avril 1933,
avec la célèbre Confiscation Act, donc, qui est l'Executive Order 6102 exactement. Il va les signer le 5 avril 1933 et par lequel il va interdire l'utilisation de l'or monétaire. C'est donc la confiscation, la dépossession de l'or. Et vous vous imaginez, par exemple, les peines encourues à l'époque, parce que personne ne parlait de ça. Simplement, par exemple, c'était 10 ans de toute personne trouvée avec de l'or monétaire et se trouvait avec une peine de 10 ans. Et en plus, avec une amende de 10 000 $ de l'époque. 10 000 $, et à l'époque, l'once d'or valait 20 $. Si on les calcule avec des dollars actuellement, ça serait 800 000 $. Ça vous donne donc une idée comme quoi tout le monde a rendu bêtement l'or qui savait, l'or monétaire qui savait, c'est tout à fait évident. Les États-Unis vont donc se trouver en 1934 avec les 66% du stock d'or du monde qui était totalement démonétisé. Totalement démonétisé. Aucun rôle au niveau monétaire. Bien évidemment, et ça vous le savez très bien, au niveau de ces moments, je vais terminer là, avec ces moments, on va passer à autre chose. Si vous voulez, c'est le fait que les États-Unis vont se trouver donc en 1934 avec les 66% des réserves d'or du monde. Et je vous rappelle qu'en 1944, lors de la signature des accords de 1944, les États-Unis contrôlaient les 3/4 des réserves d'or du monde. Et exactement 21 700 tonnes d'or. Les 3/4 des réserves d'or du monde, totalement démonétisées. C'est ça qui va permettre qu'on n'a pas vu à l'époque, que curieusement Keynes ne voit pas. Tous les grands de l'époque, il n'y a pas un seul qui ait vu le phénomène de la démonétisation de l'or. Keynes l'a senti un tout petit peu qu'il devait y avoir quelque chose. Mais il n'a pas constaté, il n'a pas dit, si vous voulez. Et il se passe la chose suivante, c'est qu'en réalité, nous sommes rentrés à partir de 1933 dans le système dollar. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis, à partir du 30 janvier 1934, ils vont décider, bien entendu, tout d'abord, d'évaluer les dollars par rapport à l'or. On va passer de 20 $ l'once d'or à 35 $ l'once d'or, premièrement, 35 $. Et puis, de l'autre côté, il va mettre dans les nouveaux dollars qui va être émis par la Réserve fédérale, ils vont mettre as good as gold, aussi bon que l'or. Et tout le monde l'a cru. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Donc, on va se trouver avec cette période, et là, nous allons rentrer. Nous allons connaître 3 périodes, et là, je vais aller très vite. Nous allons connaître 3 périodes du règne de l'étalon or, parce que sans se rendre compte, le monde est rentré justement dans le règne de l'étalon or, où les États-Unis ont les droits et les privilèges d'émettre la monnaie internationale. Et bien, nous allons voir, par exemple, quelle est l'importance de ces privilèges comptablement actuellement, par exemple, tel que Eugene Green en parle, n'est-ce pas? Et donc, nous avons connu 3 périodes. Et pour aller très vite, nous allons connaître 3 périodes. La première période, c'est de 1933 à 1944, 1933 à 1944, et qui est la période donc du règne du dollar au sens pur du terme, mais qui est le règne du dollar de facto, pas de jure, pas du point de vue du droit. Il va devenir, donc la deuxième phase du règne du dollar, c'est 1944-71, qui est de jure, puisqu'il y a des accords, il y a les accords de 1944 qui ont été signés, etc. Simplement que pendant cette période, le dollar est garanti par la réserve or des États-Unis à 35 $ l'once d'or. Ça, vous le savez. Simplement que donc, le 15 août 1971, Nixon va supprimer cette garantie. Pourquoi il la supprime? Tout simplement parce que les États-Unis étaient en train de se vider de leurs réserves. Pourquoi? Parce que, en commençant par De Gaulle, il va demander le fait de récupérer les réserves or par rapport au dollar, etc. Il ne voulait plus de dollars, il voulait simplement de l'or, etc. Et bien entendu, les Allemands vont suivre, les Italiens vont suivre, etc. C'est ça. Et bien, pour éviter que les autres suivent, donc il a dû supprimer la garantie hors du dollar le 15 août 1971. Et par la suite, parce que, rappelez-vous, je vous rappelle
que pour De Gaulle, dans sa conférence de presse du 5 février 1965, il dit une chose, il faut sortir de l'étalon dollar et il faut revenir à l'étalon or. Parce que si on laisse aux États-Unis, il a très bien compris que les États-Unis avaient le privilège de mettre la monnaie internationale, mais qui n'était pas la totalité, puisqu'il y avait une partie des dollars qui circulaient sur le marché international sous la forme des bons du Trésor. En 1971, il y en avait 35 milliards de bons du Trésor en réserve. Actuellement, il y a 11 000 milliards. 11 000 milliards. Vous comprenez? Donc, les proportions que ça prend. Et nous allons voir tout ça par la suite. Alors, le fait est que, voilà, qu'en 1971, De Gaulle avait très bien expliqué. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. De Gaulle a dit qu'il fallait revenir à l'étalon or, mais il entendait, tel que Rueff, même s'il est allé plus loin que Rueff. Et ça, il n'y a pas de problème. Dans cette conférence de presse, il est allé plus loin. Il a très bien vu que si on donnait aux États-Unis totalement les privilèges de mettre la monnaie internationale, on allait terminer avec une crise d'ordre universel. Parce qu'à un moment ou à un autre, il est évident que les pays allaient demander la garantie hors du dollar et ça allait provoquer l'effondrement du dollar. Donc on allait vers une crise d'ordre universel et c'est ça que nous sommes en train de vivre actuellement. Et c'est ce côté prophétique de cette conférence de presse qui est très important. C'est qu'il est allé au-delà de Rueff. Mais pour lui, comme pour Rueff, il fallait revenir à l'étalon or au sens pur du terme. Il n'a pas compris, parce qu'à l'époque personne n'a compris, que l'or ne pouvait pas jouer deux rôles. Premièrement, instrument de garantie de la quantité de monnaie en circulation au niveau national, et deuxièmement, instrument des échanges au niveau international, comme garantie au niveau international. Vous voyez? Il ne pouvait pas jouer les deux rôles. Et donc, normalement, on devra revenir à l'étalon or, mais pas dans le sens de l'étalon or donc de la fin du 19e, étant capable de garantir aussi bien la quantité de monnaie en circulation que les échanges sur le marché international. Ça, c'est impossible. Sinon, on va connaître le même cycle de crise du 19e. C'est tout à fait évident. Voyez? Donc, il s'agit, et nous allons vers ce processus, qui est le retour à l'étalon or, parce qu'il est tout à fait évident que si on reste dans l'étalon dollar, puisque en 1971, on va revenir en réalité à la logique des 33-44, parce qu'entre 1971 et nos jours, le dollar n'est plus garanti par les réserves or des États-Unis. Donc les États-Unis ont non seulement le droit de mettre la monnaie internationale et pouvoir acheter les biens du monde avec un simple papier, mais en plus, comme l'a très bien signalé Ron Paul, qu'il n'est pas un gauchiste, Ron Paul, vous le savez très bien, Ron Paul a expliqué très bien, ces privilèges de mettre la monnaie internationale nous donnent en même temps la possibilité de conditionner les droits, l'économie et la politique internationale. Il a très bien compris. Et c'est de là qui vient la puissance des États-Unis. Ce n'est pas parce qu'ils sont très intelligents. C'est tout simplement parce qu'ils détiennent le privilège de mettre la monnaie internationale. Et ce privilège va devenir un privilège de jure, au sens pur du terme, à partir des accords du 18 décembre 1971, les accords de Washington, qui avaient été négociés auparavant, 4 jours avant, justement aux Açores, entre Nixon et Pompidou. Et en réalité, la discussion, c'était entre Giscard d'Estaing et John Connally, n'est-ce pas, son secrétaire d'État au Trésor, que quelques jours après, donc après la signature de ces accords de Washington, parce que, disons que, on n'a pas le temps pour expliquer ces problèmes, si vous voulez, de la négociation qui s'est passée dans les Açores, mais c'est tout simplement, on a donné aux États-Unis les droits et les privilèges de mettre la monnaie internationale sans aucune contrepartie réelle. Donc, de la même manière qu'entre 33 et 44, dans les mêmes conditions, mais cette fois de jure, puisque ça va être signé par les accords donc, du 18 de Washington, du 18 décembre 1971. Et c'est la raison pour laquelle John Connally, vous savez qui c'est, donc c'était son secrétaire du Trésor, vous savez, tout le monde l'a vu qui est ce personnage. Vous savez, c'est celui qui au moment de l'assassinat de Kennedy était dans la voiture à droite du chauffeur. C'est exactement lui. C'est lui qui était en même temps le gouverneur du Texas. C'est lui, le John Connally en question.
qu'à un moment donné, donc quelques jours après la signature des accords de Washington, il va recevoir donc une délégation européenne où il n'y avait pas essentiellement des Français. Et l'histoire nous racontait les choses comme ça, et donc qui venait pour se plaindre du fait que les dollars continuent à bouger, etc., qui continuent à s'apprécier ou se déprécier, donc c'était le mouvement constant de ça. Et il leur dit une chose qui était très simple: écoutez, les dollars est notre monnaie et votre problème, et nous sommes toujours là. C'est aussi simple que ça. Vous voyez l'histoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais terminer là, et donc nous allons rentrer. Et je suis en train de prendre un peu trop de temps. Excusez-moi. Donc, il se passe la chose. On va rentrer donc après 71. Normalement, on n'aurait pas dû rentrer dans il aurait à ce moment-là fallu renégocier les accords de 1944, donc revenir à l'État nombre, quelle que soit sa forme. Soit l'État nombre universel, comme ce qu'on propose actuellement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que d'ailleurs, Karl Polanyi l'a dit, il faut que l'État nombre soit universel pour qu'il y ait une régulation. La monnaie est, pardon, l'or est la monnaie universelle. Les autres, c'est des monnaies particulières, surtout s'il s'agit du papier. Chaque État peut produire son propre papier et doit produire son propre papier, doit assumer sa souveraineté monétaire. Et la souveraineté monétaire, il ne faut pas l'oublier, c'est le complément de la souveraineté politique. Sinon, il n'y a pas de souveraineté politique. C'est ça tout le problème. Et ça, les Grecs l'avaient très bien expliqué, Aristote l'avait très bien expliqué. Puisque le droit produit la monnaie de la même façon qu'un État produit du droit, il doit produire de la monnaie. Mais de la même façon, bien entendu, qu'il produit du droit, il ne doit pas produire du droit injuste. Et il ne doit pas produire une mauvaise monnaie, ça c'est tout à fait évident. Il ne doit pas produire un droit injuste. Pourquoi? Parce que, comme le disaient les latins, jus a justitia appellatur, le droit fait appel à l'idée de la justice. Sinon, ce n'est pas du droit, c'est la négation du droit. C'est ça l'idée. De la même façon qu'une monnaie doit avoir sa propre cohérence, etc. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire fonctionner la planche à billets à gogo, etc. Maintenant, on sait très bien ça, c'est tout à fait évident. Alors, nous allons rentrer, si vous voulez, et là, je vais terminer avec cette dernière phase. Nous allons terminer avec ce problème de la crise du dollar. Parce qu'on est rentré dans une crise qui va connaître, si vous voulez, qui va passer par quoi? Par la démonétisation de l'or. Là, je vais très vite. C'est donc le 8 janvier 1976, ce sont les accords de Jamaïque, démonétisation de l'or. Pour éviter l'effondrement du dollar, on a tout simplement démonétisé l'or. L'or ne joue aucun rôle monétaire. Il a été totalement démonétisé. Vous l'aviez rappelé la dernière fois. C'est cet accord entre Giscard d'Estaing et justement et les Américains, etc. Et pour éviter, puisque la France, Giscard avait lancé cet emprunt Giscard et tout ça, qui était un emprunt qui coûtait de plus en plus cher, à cause du fait qu'ils ne se sont pas rendus compte que l'or allait se remonétiser, qu'on était dans un processus de remonétisation du dollar, et que donc elle allait encore coûter de plus en plus cher. Et l'once d'or coûtait de plus en plus cher. En 68, l'once d'or est passé de 35 à 42 $. Vous imaginez, par exemple, au moment de la signature des accords par conséquent, les accords de Jamaïque, le 8 janvier 1976, l'once d'or valait 132 $. Et le 21 janvier 1981, l'once d'or va passer à 850 $. Donc il a fallu, bien entendu, taxer les transactions d'or, et c'est ça qui va provoquer l'effondrement de l'or pendant un moment donné, et la montée du dollar. Donc les États-Unis, le dollar va se trouver sans la concurrence de l'or. Pendant toutes les années 80, donc 90, pendant 20 ans en quelque sorte, jusqu'au 21 janvier 2001, où l'once d'or va passer à 253 $ l'once d'or, et maintenant nous sommes à 1600 $ l'once d'or. Vous voyez? C'est-à-dire tout d'un coup, on assiste à la remonétisation au niveau de l'or. C'est tout à fait évident parce que les États-Unis font fonctionner de plus en plus la planche à billets, d'autant plus. Et je vais arriver à ça. Parce qu'il se passe la chose suivante.
C'est-à-dire, entre 71 et la crise, et le début de la crise que nous connaissons actuellement, il y a eu les accords de New York du 22 octobre 1985, dans lesquels donc, les États-Unis vont obliger l'Allemagne et le Japon à dévaluer leur monnaie de 50%. Mais en échange, il va donner, ça va nous servir pour la semaine prochaine, si vous voulez. C'est pour ça que je parle de ces accords de New York, les accords Plaza de New York du 22 octobre 1985. Hein? C'est-à-dire, à ce moment-là, il va donner en échange quoi? Il va créer 3 espaces monétaires, l'espace marque dans lequel nous allons rentrer, donc la France va rentrer, le reste de la communauté européenne va rentrer, si vous voulez. Par la suite, normalement, il aurait dû y avoir l'espace yen qui n'a pas fonctionné, je n'ai pas le temps de l'expliquer, et bien entendu, il y avait le primus inter pares qui était l'espace dollar, qui était donc la monnaie dominante par excellence. Il y avait donc une sorte de structure au sommet, les dollars, puis les Deutschmark, en dessous les autres monnaies nationales, etc., et comme les femmes par exemple, et puis de l'autre côté, on avait les yens. Il devait y avoir les autres monnaies donc asiatiques, et ça n'a pas fonctionné. Ce troisième espace monétaire n'a pas fonctionné. Et puis après, on va arriver. Là, je vais très vite, on va arriver parce que normalement, on se trouve avec ces problèmes du dollar. Le dollar a des difficultés absolument énormes. Il ne peut pas contrôler la valeur du dollar. Le dollar ne peut pas être stable dans la mesure où il s'agit d'une monnaie nationale, et de l'autre côté, c'est une monnaie qu'ils peuvent mettre autant qu'ils veulent. Par exemple, actuellement, depuis le 1er janvier 2013, la Réserve fédérale émet 85 milliards de dollars par mois. Par mois. Vous imaginez 85 milliards de dollars par mois. Il est tout à fait évident qu'on est dans un processus, là, pour le moment, ils essayent d'éviter l'effondrement du dollar, parce que le dollar était en train de s'effondrer. Si nous regardons simplement les dates, et je termine avec ça, très précises, qui sont la chose suivante. La crise des subprimes, ça a commencé en juin 2006. Essayons de mettre les choses au point. Ça a commencé en juin 2006, commence la crise des subprimes. Puis après, le 9 août, donc, 2007, c'est la crise du crédit, exactement le 9 août 2007, que normalement on dit c'est le début de notre crise, de la crise actuelle. En réalité, ça a commencé en juin 2006. La crise des subprimes. Et on va se trouver le 9 août donc 2007, on va se trouver avec la crise du crédit. Rappelez-vous que le crédit interbancaire s'est bloqué totalement. Il n'y avait plus de crédit, plus de crédit. Et on va se trouver avec la crise du dollar en même temps. Et tout de suite après, la crise boursière. Et la crise du marché international, de la réduction des échanges sur le marché international. Et tout ça va conduire à quoi? Et tout simplement au fait que le 15 juillet 2008, le dollar va se trouver par rapport à l'euro. Un euro donc, valait à ce moment-là, le 15 juillet 2008, valait 1,6038. Ça avait presque doublé par rapport l'euro par rapport au dollar. Vous voyez, c'est-à-dire le dollar c'était en train de se déprécier, était en train de s'effondrer. On assistait à l'effondrement du dollar. Et tout d'un coup, à cause d'un accord qui s'était passé quelques mois auparavant, dont personne n'a parlé, curieusement, ce sont les accords des grandes banques centrales donc de Tokyo du 17 mars 2008, donc quelques mois plus tôt, et qui disait que si le dollar se fragilisait tôt, il fallait que les grandes banques internationales interviennent justement pour éviter l'effondrement du dollar. Et c'est encore une autre manière de sauver, bien entendu, il est tout à fait évident que le dollar ne va pas s'effondrer, puisque le 27 octobre 2008, le dollar va se trouver à 23,26 pour un euro. Donc il va se consolider d'une manière impressionnante. Mais ces achats de dollars et de bons du Trésor sur le marché international vont provoquer cette récession terrible qu'on a connue au deuxième semestre 2008. On dit que c'est la cause de Lehman Brothers. Lehman Brothers, c'est le 15 septembre. Au moment du 15 septembre, les marchés internationaux étaient par terre. Il ne faut pas l'oublier.
Ça, on va l'utiliser pour essayer de dire qu'il fallait soutenir les grandes entreprises et surtout les grandes banques, etc. etc. Too big to fail. Par conséquent, il fallait soutenir ça. Ça, c'est quelque chose qu'on va introduire, va faire partie du discours dominant actuellement. Mais non, c'est surtout le fait qu'on va se mettre, les grandes banques vont se mettre à acheter des dollars d'une manière absolument impressionnante et les pays émergents vont rentrer là-dedans. Vous vous imaginez, par exemple, la Chine se trouve actuellement avec 3300 milliards de dollars en réserve. C'est quelque chose d'absolument énorme. Donc, ils vont se mettre à acheter des dollars. Ils vont vider les marchés internationaux, pour ainsi dire, des dollars. Comme il n'y avait plus de monnaie, c'est ça qui va provoquer la contraction du deuxième semestre 2008. Et par la suite, donc à partir de juin, et là, si j'arrive à la fin, puisqu'on arrive à la fin de ce processus, c'est tout simplement le fait qu'à partir de juin 2009, c'est le bon du Trésor de 30 ans qui est l'actif principal du marché international. C'est pour ainsi dire la valeur vedette des bons du Trésor américain. C'est les 30 ans américains. Les 30 et les 10 ans, mais c'est surtout les 30 ans. Les États-Unis pensent aux 30 ans, tandis qu'en Europe, on pense aux 10 ans. On dit les 10 ans de la France, ou à tête de 10 ans, par exemple les 10 ans espagnols, 10 ans italiens, etc., ou 10 ans grecs. Tandis qu'au niveau international, c'est les 30 ans américains. C'est les 30 years. Hein, c'est lui qui compte. Était en train de s'effondrer. Et c'est à ce moment-là que la Réserve fédérale va décider de faire fonctionner la planche à billets. Suivant donc les QE1, 300 milliards de dollars, n'est-ce pas, pour acheter des bons du Trésor sur le marché international, pour éviter l'effondrement des bons du Trésor. Comme les QE1 ne fut pas suffisant pour arrêter ce processus, on va se trouver avec les QE2, 600 milliards, qui va terminer donc en juin 2011 concrètement. Ça commence en novembre 2010. Et donc en juin 2011, c'est la fin du QE et tout, et qui sont 600 milliards de dollars pour acheter des bons du Trésor, surtout sur le marché international. Et par la suite, il y a une trouvaille absolument géniale, qui est l'œuvre de Bernanke, parce que Bernanke, ce n'est pas Little Ben, il est en train de devenir le Big Ben, en réalité. Il est big, il est grand, ce type-là. Il est très intelligent, il a tout compris, tout compris. Hein? Il n'est pas comme Draghi, etc., hein, comme l'autre qui était avant, comme Trichet. Non, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien compris. Tandis que Bernanke a très bien compris. Il va faire la célèbre opération Twist de septembre 2011 à décembre 2012, donc il y a encore 2 mois, qui consistait dans la chose suivante. C'est ce qu'ils vont appeler l'opération Twist. Tout simplement, la Réserve fédérale va vendre des bons du Trésor à court terme, 5 ans, 300, 200, etc., pour acheter des bons du Trésor à 30 et 10 ans sur le marché international. Donc, ils vont acheter avec des comptes de dollars au niveau interne, pour acheter avec ces dollars sur le marché international l'équivalent de 85 milliards par mois. Et c'est ça qui va sauver les trucs. Et puis, par la suite, et fin 2012, nous sommes dans cette espèce d'opération de sauver les dollars, quelles que soient les circonstances, et c'est ça qu'ils sont en train de réussir. Ils ont décidé en septembre 2012, et là Bernanke va faire quelque chose de très intéressant. Parce que de toute façon, il faut le reconnaître, tout seigneur, tout honneur, le type l'a très bien compris. Premièrement, il va lancer le QE3, qui consiste à émettre donc 40 milliards de dollars par mois pour acheter des bons pourris du marché immobilier américain. Et c'est ça qui a fait repartir le marché immobilier. Il est en train de repartir, vous l'avez remarqué, aux États-Unis, etc. Depuis septembre, à partir de décembre, ça commençait déjà à fonctionner. Il a très bien compris. Et bien entendu, 40 milliards par mois. Et puis les QI4, à partir du 1er janvier 2013, tout simplement 45 milliards de dollars pour soutenir les bons du Trésor sur le marché international, c'est-à-dire les 30 ans et les 10 ans. Voilà ce que je veux vous dire. Excusez-moi d'avoir...